Que se passe-t-il après la mort? J-A-M-E-S. Eh bien, Je pense qu'on devrait s'éclater. tu crois? Sans embaumement ni cercueil, enterrez-nous et plantez un pommier. Oui, c'est ce que je pense. Un simple portail en métal se trouve dans les Berkshire, comme s'il essayait de ne pas se faire remarquer. Et c'est ça l'astuce, parce qu'une fois qu'il s'ouvre, c'est la terre qui commence à parler. Une allée d'1 mile vous éloigne du public et vous rapproche d'une forêt d'État, rendant la célébrité plus discrète au bout de cette route. À Washington, Massachusetts, James Taylor a créé un quartier général qui n'est pas luxueux, mais ressemble à un lieu de travail. Avant que cela ne devienne chez lui, la recherche était une forme d'errance, selon les rapports. Lui et Kim ont envisagé la France, séjourné dans les Alpes françaises, visité Sun Valley dans l'Idaho et loué un logement à Beverly Hills. En choisissant Washington, Massachusetts, il a privilégié un lieu où les saisons existent vraiment et où le silence est profond, plutôt qu'un endroit glamour. Maison en bardeaux de cèdre aux bordures bleu-vert, typique de la Nouvelle-Angleterre, plus pratique que tape à l'œil. Et à proximité, une grange à 4 niveaux divisée en studios d'enregistrement, bureaux et cuisine. Plus qu'un bâtiment emblématique, c'est une machine pour avancer sa vie. Il a simplement dit « La vie est très présente ici ». J'écris, j'enregistre et je répète ici. C'est la maison, la terre natale, mais différemment. Malgré ses nombreux sacrifices pour survivre, Britannica le décrit comme issu d'une famille aisée de Caroline du Nord. Mais elle mentionne aussi des séjours volontaires en hôpital psychiatrique et plus tard une dépendance à l'héroïne. Un rappel que le confort n'est pas toujours synonyme de sécurité. Tim place son calme dans une scène si ordinaire qu'elle ressemble à une confession. Un après-midi morne dans l'ouest du Massachusetts. Taylor traîne un seau de bois, s'agenouille près de la cheminée et coupe avec une hachette comme un rituel qui l'équilibre. Cela semble domestique. Avant que tu comprennes que la terre, la distance et la structure créent le calme, entre dans la grange, le ton change. Tim le décrit comme un studio qu'il a conçu et construit, fait de bois léger et décoré de tapisseries colorées. Ce n'est pas une salle de contrôle stérile, avec du chrome poli, mais des canapés délavés, des lampes de dortoir, des post-it couvrant les murs troués, des dessins de trottoir ramenés d'un voyage au Brésil et un squelette perché sur le piano à queue. Les détails ne sont pas décoratifs, mais reflètent l'esprit d'une personne organisée, même son extravagance reste pratique. Le magazine Berkshire indique qu'un conteneur de 12 mètres a été aménagé en chambre d'écho et utilisé pour un nouvel album sur sa propriété. Des rebuts industriels transformés en son, pas en objet de statut, mais en solution. Le même article le décrit s'amusant avec une fronde, visant une cible en métal faite maison dans la grange, cabossée au centre par de nombreux tirs. Il est également mentionné qu'il a fabriqué un instrument à l'aide d'un aspirateur, d'un tuyau en polychlorure de vinyle et d'un embout en bois. Il l'a taillé lui-même et lors d'une session en studio tard dans la nuit, un assistant l'a trouvé dehors en train d'utiliser une scie électrique. Ce n'est pas seulement excentrique, c'est révélateur. Certaines personnes gèrent leur stress par l'alcool ou le shopping. Lui, il semble le sculpter. C'est le style de vie tranquille d'un manoir, sauf que ce n'est pas la vie de manoir, c'est la vie d'atelier. Un homme garde ses mains occupées dans l'endroit le plus sûr qu'il ait construit, car pour lui, les mains ont toujours été essentielles. Elles sont l'outil, l'identité, et elles ont été fragiles. Le temps raconte qu'adolescent, il a été retiré du lycée et placé dans un établissement de santé mentale. Et il attribue à la musique le mérite de l'avoir soutenu pendant cette période. Avant qu'un enfant soit retiré de la vie ordinaire, après qu'un adulte puisse décider quel type de bruit s'immisce entre les deux. Les objets qui l'ont porté commencent à ressembler moins à du matériel et plus à des bouées de sauvetage. Taylor appelle ses guitares comme un album photo de ma vie. Cette phrase paraît douce, mais on se demande pourquoi avoir un tel album, pas juste pour le bon, mais pour se souvenir d'avoir survécu au pire. Son projet « Moi et mes guitares » a été filmé en 2011 dans son studio La Grange, dans les Berkshire, ouest du Massachusetts. L'objectif n'était pas seulement de montrer des instruments, mais de retracer une vie à travers le bois et les cordes. Le magazine Acoustic Guitar indique que sa première guitare était en contreplaqué à cordes nylon, un modèle débutant exigeant pour obtenir un son clair. Son frère Alex l'a finalement peinte en bleu et l'a utilisé pour le slide, au moment où Taylor passait une audition avec les Beatles.
Le magazine Acoustic Guitar indique qu'il a utilisé une Gibson J50 comme guitare principale pendant près de 10 ans. Puis débute l'ère des guitares acoustiques signature pour adultes. Acoustic Guitar souligne que, depuis plus de 30 ans, ces guitares principales sont faites par un luthier. James Olson SJS, avec des tables en cèdre et des dos et éclisses en palissandre, le site d'Olson lui-même concrétise ce partenariat. Les modèles James Taylor Signature, conçus en 2002 avec un plan total de 100 guitares. Chacune porte une étiquette signée à la fois par Taylor et Olson. Visible à travers la rosace et gravée au laser dans la tête du manche, avec numéro de série et année. C'est le genre de détail qui transforme un outil en document. Sur le papier, cela ressemble à une collection de luxe. En pratique, cela s'apparente à du contrôle. Quand votre vie traverse des moments où esprit et corps vous échappent, la précision devient un ancrage plutôt qu'une vanité. Même les mains créatrices portent leur violence. Wikipédia mentionne un accident de moto en 1969 à Martha's Vineyard qui lui a brisé mains et pieds, l'empêchant de jouer plusieurs mois. Un homme dont l'identité est liée aux cordes et au bout des doigts, soudainement incapable de les toucher. Alors, la grange, les guitares, l'ingénierie minutieuse du silence. Rien de tout cela n'est simplement une question de style de vie. C'est une réponse, une vie construite autour de la peur de perdre la seule chose qui vous fait vous sentir vous-même. En élargissant le cadre, l'ironie s'accentue. La célébrité est ce que les gens croient, discret, doux, stable. Mais Tim le cite en train d'admettre qu'il n'a jamais fait confiance à l'aspect célébrité, qu'il savait que c'était un piège et que, inévitablement, cela finirait par vous trahir. Seule une personne ayant vu l'admiration devenir pression pourrait dire cela, bien avant que les Berkshire ne soient son refuge. La presse a cherché la même contradiction. Une lettre de l'éditeur de Time, en 1971, relate qu'un critique a vu Taylor à la Philharmonic Hall de New York, puis assisté à une interview de 2 heures dans un appartement de l'East Side. Plus tard, le journaliste se souvient que la conversation s'est poursuivie jusque tard dans la nuit chez le manager Peter Asher. Un magnétophone au centre, la fumée de cigarettes monte vers une ampoule nue. C'est la célébrité brute, avant que le mythe ne se forme, que le silence ne s'impose, quand l'œuvre est encore expliquée et défendue. Puis, alors que vous pensez que son histoire restera privée et pastorale, un événement survient qui fait exploser l'échelle. Le 20 juillet 1969 à Newport, James Taylor joue en concert quand il est interrompu de façon des plus surréalistes par le monde extérieur. Le souvenir officiel de George Wein rapporte qu'après une quinzaine de minutes, il est monté sur scène pour annoncer que le premier homme marchait sur la Lune. 15 minutes, non, c'est tout ce qu'il a eu. Un instant tu chantes, l'instant d'après tu vois la foule réaliser qu'elle vit un moment historique. C'est la célébrité. Tu te crois l'événement, puis l'univers te rappelle le contraire. Pour un artiste. Ça peut être dévastateur ou éclairant, parce que quand ton show peut être interrompu par un moonwalk, tu apprends quelque chose d'essentiel. Le travail est important, mais il n'est pas tout. C'est sans doute pour cela qu'il a ensuite construit sa vie ainsi. Non pas sur le vacarme du moment, mais sur la capacité à revenir à ce portail, cette allée, cette grange où sont gardés outils et signes d'un esprit actif. Sa vie ne se résume pas à ce qu'il possède, mais aussi à ce qu'il refuse et au prix de ce refus, même si le monde paierait pour son silence. Refuser la lumière des projecteurs devient alors facile. Être fauché est une chose, mais être assez riche pour que refuser coûte de l'argent en est une autre. James Taylor a toujours donné l'impression d'être le genre d'homme qui préfère parler de la météo plutôt que du pouvoir. Et pourtant, il y a des moments où sa vie cesse d'être confortable et devient une décision qui a du mordant. Fin 2016, Taylor a annulé un concert prévu en février 2017 à Manille, présentant ce geste comme une protestation contre la guerre contre la drogue de Rodrigo Duterte et les meurtres associés. Date de tournée annulée volontairement, tension présente. L'homme qui a toujours gardé une certaine distance dans ses propos continue pourtant d'aller droit vers les moments les plus bruyants lorsque sa conscience l'empêche de rester silencieux. Il a passé sa carrière à avertir que la célébrité est un piège qui finit toujours par vous trahir, mais il comprend aussi que ce piège s'accompagne d'un micro. Parfois, il faut s'en servir. En 2022, il a de nouveau publié une déclaration condamnant l'invasion russe de l'Ukraine. Un langage direct, conçu pour être polarisant, et lorsque la cause n'est ni la guerre ni la politique, ce même instinct se manifeste par une gestion discrète.
Son site a ensuite partagé un court-métrage remasterisé d'un voyage en kayak de la famille Taylor en 2008 à travers les zones humides de la côte est de la Virginie, lié à un concert caritatif pour The Nature Conservancy. Ce n'est pas le genre de geste caritatif qui s'accompagne d'une photo avec un chèque géant, c'est plus personnel que ça. Des roseaux aquatiques, des pagaies, fendant le calme, le genre de paysage que l'on protège. Parce qu'en fait, tu cherches ce que ça fait quand le monde se tait, mais le contraste importe. Tim le présente comme un adolescent ayant quitté le lycée et interné en psychiatrie, la musique l'ayant aidé. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui croit que les problèmes disparaissent en les ignorant. Après avoir vécu ce type de guerre intérieure, on reconnaît souvent les guerres extérieures comme des conséquences. Même lorsqu'il prend position, il ne construit pas sa vie autour de la confrontation, il la construit autour de l'artisanat et des limites. Le magazine Berkshire le cite évoquant ses tournées actuelles avec la réserve d'un homme ayant appris ses limites. Il raconte qu'au début, il jouait 5 soirs de suite. Maintenant, il préfère 2 ou 3 soirs d'affilée. Il doit la gestion des voyages, de la logistique et de la bonne nourriture à son partenariat avec sa femme Kimi. Ce partenariat se voit dans des détails logistiques souvent plus importants qu'on ne le pense. Il attribue à Kimi leur mode de voyage, de repas et l'organisation de la journée pour que le spectacle ne domine pas leur vie. C'est un luxe mature, pas une pièce en plus, mais une routine. Quand il dit 2, parfois 3 nuits de suite, ce n'est pas qu'une question de planning. Il protège une voix et un corps qu'il jugeait autrefois peu fiables, préférant la stabilité à l'ancienne fierté de parcourir sans fin. La discipline empêche la grange de devenir un musée et la maintient stable. Cette stabilité semble ennuyeuse jusqu'à ce qu'on voit l'alternative. Britannica évoque sa lutte contre l'héroïne, tandis que Berkshire fournit un chiffre. 20 ans de dépendance à l'héroïne, arrêtée dans les années 1980, avec une guérison vue comme un entretien constant plutôt qu'une fin. Ce n'est pas parce que tu es guéri, dit-il. La paix devient une stratégie, puis le spectacle arrive quand même. Le magazine Berkshire fait sa première à Tanglewood le 30 juillet 1974, aux côtés de Linda Ronstadt, avec une pelouse 2 fois plus petite et environ 15 000 personnes présentes. La même publication note des foules à guichets fermés de 18 000 personnes chaque soir à Tanglewood. Et elle fait référence à un moment en 2002, où plus de 24 000 billets ont été vendus pour une soirée Boston Pops et John Williams. Un concert à City, la relation n'est pas restée nostalgique. Le reportage du Berkshire note ses nombreux retours. Spectacle les 3 et 4 juillet 2024 avec les recettes du 4 juillet au profit de Tanglewood, marquant sa 51e apparition à Tanglewood. Ce n'est pas qu'une étape de tournée, c'est un rituel récurrent lié au calendrier qui structure sa vie. Taylor mise sur l'intimité, mais en réalité, c'est une expérience collective. Un homme discret, devenu malgré lui un événement public. Son site officiel de tournée décrit un projet vidéo de fans en 2017 où les fans ont envoyé des vidéos qui ont été projetées sur les grands écrans vidéo encadrant la scène. Des milliers de vidéos intégrées au spectacle live. C'est le spectacle comme communauté. Un écran de stade rempli de visages ordinaires. Mais cette chaleur cache aussi des tensions. Tim cite la méfiance de Taylor envers la célébrité, qu'elle considère comme un piège. Et pourtant, sa biographie officielle mentionne la médaille nationale des arts. En 2011, la médaille présidentielle de la liberté en 2015 et les Kennedy Center Honor en 2016. Le pays ne s'est pas seulement contenté de l'apprécier, il l'a encadré. Ironiquement, sa fuite est réelle, non imaginaire. Une grange qu'il utilise pour écrire, répéter et enregistrer à l'abri du bruit extérieur. En suivant l'argent, l'ampleur devient évidente. Sa discographie décrit Sweet Baby James, sorti en février 1970, comme triple disque de platine et met en avant Fire and Rain, comme son premier top 10. C'est une preuve précoce que sa douceur s'est vendue. Puis vient la surprise de la fin de carrière, avant que Discworld ne débute à la première place avec 97 000 unités d'albums équivalentes, dont 96 000 ventes pures. Après 45 ans d'attente, le premier album numéro 1 arrive, non dans le tumulte de la jeunesse, mais à une période plus stable. De retour à la maison.
Le studio n'a rien d'un musée, indique le magazine Berkshire. Il est animé par des carlins et un bosco qui trottent et reniflent joyeusement partout. Comme s'il s'agissait encore d'un foyer, précise le communiqué de Concorde. American Standard a débuté à la Billboard 200 avec plus de 82 000 unités, atteignant la première place des meilleures ventes d'albums. Donc l'argent et la reconnaissance sont réels, mais le mode de vie revient toujours à la retenue. Les outils. Rapprochez les routines et vous obtenez l'étrange intimité de la proximité. Le magazine Berkshire indique que Yo-Yo Ma, résidant près de Tyringham, a conduit 15 minutes pour jouer sur 2 morceaux de Before This World. Des voisins créant ensemble. Un autre détail en dit long sur sa vision du temps de luxe. Son message perspective au Carnegie Hall énumère 4 concerts thématiques en 2011 à la manière d'un catalogue de musée. Gala le 12 avril Racine, le 20 discussion guitare, le 6 mai et l'essence de James Taylor, le 9 mai. Il évoque ses débuts au Carnegie Hall le 12 juin 1970. Ces dates semblent montrer un besoin de contrôle, d'affirmer sa présence et son importance. Mais même avec toute cette structure, le prix à payer continue de résonner. Britannica mentionne ses séjours en institution et sa dépendance à l'héroïne dans la biographie. Time décrit son internement à l'adolescence et comment la musique l'a soutenu. Le portrait du Berkshire le montre comme un homme toujours occupé, utilisant lance-pierre, aspirateur ou instrument en polychlorure de vinyle, car rester immobile lui demande des efforts. L'héritage devient alors une question de gratitude plutôt qu'une réussite, car son travail l'a non seulement enrichi, mais aussi maintenu en vie. Les choix de vie, le portail, l'allée, la grange, les routines et le planning organisé évoquent un homme bâtissant une vie que son jeune lui aurait dite impossible. Pourtant, il y a un malaise sincère dans tout cela. Certains entendront cela et trouveront cela admirable, d'autres entendront cela et penseront « ça doit être agréable de pouvoir s'acheter sa tranquillité ». Les 2 réactions sont possibles car la richesse et les cicatrices sont réelles. James Taylor mérite d'être étudié non parce qu'il affirme qu'une annule l'autre, mais parce que sa vie montre combien elles coexistent souvent. Il remplit des stades de 18 000 personnes, puis rentre dans sa grange à l'humour sombre, avec un squelette au-dessus du piano rappelant le temps qui passe. Le travail est terminé. Rester en bonne santé est un art, peut-être le dernier rebondissement. Le plus grand atout n'est ni la terre, ni le studio, ni les classements. C'est le fait qu'il a appris à rester. Rester assez longtemps au même endroit pour construire quelque chose sur 4 niveaux, rester dans une seule vie. Rester assez longtemps dans le métier pour que la dépendance devienne un avertissement et que la culture vous considère comme un trésor national plutôt qu'un simple chanteur. Le portail au début de cette allée d'1 mile protège plus qu'une maison. Il protège un ordre établi. Un élément fragile conçu à partir d'une routine artisanale et d'un refus de laisser le bruit du monde devenir la seule bande-son. Il a passé sa vie à apprendre ce que la célébrité peut faire à une personne, puis à concevoir une vie où seul le travail demeure. Mais le piège n'a pas le dernier mot. Pour lui, la vraie force n'a jamais été la lumière des projecteurs, mais de quitter la scène et d'avoir encore une vie après le bruit.